Mais moi, je crois vraiment que le jeûne, pour moi, je l'ai intégré dans mon hygiène de vie. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose maintenant qui en fait totalement partie. Le dimanche soir, je ne m'interroge même pas de savoir si je vais manger ou pas. Je jeûne et tout le monde sait que je jeûne. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hygiène de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. Si ce n'est pas le cas, allez-y, j'attends. Non, je ne le vois toujours pas. Allez. Ah, voilà un beau sourire, on peut y aller. Pour cet épisode, je ne serai pas seule, mais accompagnée. Je suis très contente d'accueillir sur Hygiène de vie Natacha. Natacha se présente sur Instagram comme étant une chroniqueuse, mais elle est avant tout une femme de 50 ans, et je cite, une femme de 50 ans qui aime particulièrement la beauté, la santé, le wellness en général, et qui trouve pénible d'être définie par son âge. J'aime beaucoup cette phrase. Qu'en pensez-vous? Alors Natacha se définit comme une défenseuse du healthy living, clé de la longévité heureuse. Quel beau mantra je trouve. J'aurais pu inviter Natacha sur mon podcast pour parler bien-être et santé naturelle ou encore ménopause. D'ailleurs peut-être que nous allons faire un autre épisode à ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou en m'envoyant un message ou un message à Natacha. Mais pour cette première rencontre, j'ai voulu l'inviter pour parler de jeûne et surtout pour qu'elle nous partage son expérience du jeûne. J'ai beaucoup de questions au sujet du jeûne et comme d'habitude, je trouve toujours intéressant de profiter de ce format de podcast pour faire témoigner d'autres personnes que moi, pour apporter plus d'objectivité et ouvrir certains débats. En tant que naturopathe, je me suis spécialisée davantage sur l'aspect alimentation, digestion, mouvement par le yoga et notamment aussi processus de détoxification. Donc j'accompagne de nombreuses personnes dans cette expérience de nettoyage, on va dire. Le jeûne est un outil parmi d'autres qui permet de nettoyer son corps en douceur et de le régénérer à condition qu'il soit bien réalisé. Bref, j'arrête de blablater et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Natacha. Mais avant, instant dédicace, je souhaiterais mettre à l'honneur aujourd'hui l'une d'entre vous et ce sera Julie Petit qui m'a partagé sur Instagram un retour d'expérience suite à l'écoute de l'un de mes épisodes. Cela fait 3 jours que je teste le brossage à sec avec mon copain et c'est très agréable, le matin ça permet un moment de détente. Et ma mère s'en est commandé un aussi. Merci beaucoup Julie de m'avoir partagé ton expérience. J'adore savoir que mes épisodes vous sont utiles et vous apprennent de nouvelles petites choses, de nouveaux outils bien-être et santé naturelle au quotidien. C'est tout l'objectif de mon travail, alors merci. Vous pouvez aussi soutenir le podcast et m'encourager en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour aider le podcast à être mieux référencé. Si vous n'avez pas Apple, pas de souci, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore même laisser votre note et votre commentaire directement sur la page du podcast sur mon site hygienedevie.fr. Je me ferai une joie de vous partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, cette fois-ci, c'est vrai, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Natacha. Belle écoute! Bonjour Natacha. Bonjour à vous. Comment allez-vous?
Moi, je vais plutôt très bien. Je suis confinée et j'ai décidé que ça allait très bien aller en dépit du confinement. Voilà, donc je me refuse à céder à la morosité et à l'angoisse ambiante. De toute façon, on n'a pas trop le choix, malheureusement, et c'est vrai que beaucoup de choses viennent du mental, donc c'est bien effectivement de rester dans une optique positive et puis d'accueillir la situation comme on le peut. Exactement. Alors, commençons pour aller vraiment vite dans le vif du sujet. Commençons par la question phare de chaque début d'épisode où je suis accompagnée. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commencer par nous expliquer qui vous êtes, ainsi que votre parcours, votre histoire jusqu'à ce jour? Alors, je suis une publicitaire, c'est-à-dire une conteuse d'histoire. J'ai passé l'essentiel de ma carrière, ces 20 dernières années, en fait, à créer des agences spécialisées dans la mode, le luxe et la beauté à l'intérieur de grands groupes publicitaires. Et ça m'a donné l'opportunité de travailler pour les plus belles marques de cosmétiques mondiales et les plus belles marques de luxe aussi qui existent aujourd'hui. Et j'ai fait ça pendant ouais, une vingtaine d'années. Je continue à le faire maintenant, mais en indépendante. Parce que en 2017, après avoir fait beaucoup de groupes comme ça, avec bon, le côté extrêmement positif des groupes et les côtés aussi parfois un peu pesants des groupes, je me suis dit que j'allais continuer à faire ce que j'aime faire, à raconter des histoires et à faire du conseil en communication pour les marques, mais à mon compte en fait. Donc j'ai monté un studio de conseil qui s'appelle Next Dream Studio et qui me permet de continuer à avoir cette activité. Et puis, en parallèle, comme j'ai beaucoup travaillé dans l'univers de la beauté, de la santé, du wellness, et que j'y ai acquis, on va dire, une expérience et une compétence assez importante, je me suis rendu compte, en fait, que les femmes avaient un besoin extrêmement important de comprendre, en fait, les choses et qu'elles avaient envie de se faire du bien, mais qu'elles ne savaient pas forcément comment faire, elles ne savaient pas forcément vers qui se tourner, elles ne savaient pas forcément où trouver les bons conseils. Et que finalement, le soin global de soi, en plus, c'est pas tellement une philosophie, on va dire, occidentale, ça le devient de plus en plus, mais c'est pas encore complètement intégré dans les comportements ou dans les façons de faire. Et alors, en ce qui concerne les femmes de 50 ans, c'est un espèce de désert absolu. C'est comme si elles n'existaient pas. Elles étaient devenues totalement invisibles, alors qu'elles ont un très gros pouvoir d'achat, ça c'est clair, beaucoup plus que les millennials. Et on nous casse les oreilles avec les millennials du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Sauf que en matière de beauté et en matière de soins de soi, eh bien, les marques s'en rendent bien compte, hein, évidemment, que le marché est tout aussi important dans les 45 plus que dans les moins de 25, sauf que la façon de s'adresser aux femmes n'est pas du tout la bonne, que les femmes sont extrêmement intelligentes et que bien évidemment, tout le monde a tout à fait conscience qu'à 45 ans, on n'aura pas la même figure qu'à 20 ans. D'ailleurs, je ne suis pas persuadée qu'on en ait en plus forcément envie de cette espèce de jeunesse éternelle, qui est un concept extrêmement creux et surtout qui, pour moi, est totalement antinomique avec l'essence même de la vie. C'est-à-dire que, par définition, la vie, elle a plusieurs phases. Être vivant, c'est le truc pour moi le plus merveilleux qui soit, plutôt qu'être jeune. Et on oppose en permanence, en fait, on fait une confusion plutôt entre être vivant et être jeune, ce qui n'a absolument rien à voir. En plus, être jeune, c'est davantage pour moi quelque chose qui a trait à l'ouverture d'esprit, à la curiosité, à l'envie d'essayer des nouvelles choses, être intéressé par plein de choses, qu'une apparence. Voilà, vous pouvez avoir des gens qui ont 25 ans et qui ressemblent à des petits vieux, qui ont des vies. Moi, parfois je regarde, je me dis, mon Dieu, mais ah oui, bah super, enfin non, j'aimerais pas du tout être comme ça. Et vous avez des personnes qui ont, vous prenez une Louise Bourgois ou vous prenez un Jean d'Ormesson, jusqu'à 100 ans, ils avaient quand même une vivacité d'esprit et une créativité tout à fait enviable et que plein de gens de moins de 30 ans n'ont pas forcément aujourd'hui. Donc, cette histoire d'enfermer les femmes comme ça dans une espèce de modèle de jeunesse obligatoire, d'abord, ça crée du malheur, ça crée du mal-être, ça crée de la frustration, puis c'est pas crédible. Voilà. Donc,
comme je voyais bien que plein de femmes, que ce soit des copines ou des connaissances, me disaient « Ah, mais alors moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper de ma peau? Qu'est-ce que je peux faire pour pas grossir? Qu'est-ce que je peux faire pour ceci ?» Très volontiers, je leur donnais un mode d'emploi qui me semblait adapté pour elles. Et quelques temps après, inévitablement, c'était « j'ai fait comme tu as dit et ». Alors, je me suis dit, bon, je vais en faire quelque chose de « j'ai fait comme tu as dit et ». Et j'ai créé mon blog, qui aujourd'hui est davantage un site et en fait une vraie plateforme numérique de contenu, comme une sorte de magazine qui est dédié en fait à la beauté, au bien-être, à la santé, au développement personnel, des femmes, on va dire, de 50 ans et plus, sachant que j'ai aussi une chaîne YouTube et puis des réseaux sociaux où je m'exprime pas mal, où j'anime une communauté en fait de femmes qui sont très investies en fait dans le soin d'elles-mêmes et où moi j'ai à cœur d'expliquer véritablement que nous sommes les co-auteurs de notre santé et que la santé c'est la clé de voûte de la vie heureuse. Et que sans cette santé, on ne peut rien faire. On peut avoir tout l'argent du monde, si on n'a pas la santé, eh ben, on n'aura pas une vie très heureuse. Et que la santé, elle ne se délègue pas à des médecins, à des gourous, à des je ne sais pas quoi. Que la santé, on en est responsable. Acteur même. Et on en est responsable et acteur. Et que en suivant un certain nombre de règles qui sont pas extrêmement compliqué, mais qui demande de comprendre et de faire l'effort de comprendre le mode de fonctionnement de l'organisme et de son métabolisme. À partir du moment où on fait la démarche de comprendre comment fonctionne le corps et comment fonctionne le métabolisme, eh ben, on peut adapter et adopter une hygiène de vie qui va plutôt vous mettre du côté de garder votre vitalité et votre jeunesse, et plutôt que du côté de l'accélération du vieillissement, puisqu'on peut accélérer le vieillissement ou au contraire le ralentir, et que l'âge biologique n'a rien à voir avec l'âge réel en fait, en vrai. Mais ça, c'est pas du tout des choses qui sont aujourd'hui acquises pour la plupart en fait des femmes. Et moi, je considère qu'à force de le répéter, je pense que ça va rentrer dans la tête des uns et des autres. Donc, l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, le sport, ça, c'est quand même des grands incontournables et qui font qu'on garde sa vitalité et son énergie. On prend soin de son corps, on prend soin de son mental, on muscle les deux. On muscle le corps et on muscle le mental parce que et tout ça fait qu'ensuite, si on fait tout ça, on garde une vraie énergie. Voilà. Donc, je fais ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai un métier, on va dire, d'influenceur, voilà, et coach de développement personnel, parce que j'ai des consultations aussi en one-to-one, personnalisées, où les femmes prennent rendez-vous directement sur mon blog. Et de l'autre côté, je diffuse de façon je dirais, en open source, plein de choses, que ce soit sur le blog ou sur ma chaîne YouTube. Et en troisième chose, je continue à faire du conseil en communication pour des marques. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment très complet et j'ai bu toutes les paroles parce que j'adore cette optique et c'est exactement ce sur quoi je me bats aussi. Alors oui, certes, moi je ne suis pas de la même génération, je suis effectivement plus jeune en âge. Néanmoins, j'ai exactement la même ligne directrice. Et c'est exactement le message que j'essaie de véhiculer moi, au travers de mon métier qui est de la naturopathie. Et quand j'ai dit notamment à ma maman qui est plus âgée que vous, mais bon voilà, dans la même génération, que je faisais un épisode avec vous, elle m'a dit c'est génial de pouvoir s'adresser aux femmes plus mûres, voilà, tout simplement, et qui pour lesquelles il faut arrêter de penser que âge et vieillissement, et derrière c'est vraiment le processus d'acceptation aussi que notre corps de toute façon il évolue, il vieillit, c'est comme ça, on ne peut pas lutter contre, mais comme vous le dites bien, on peut venir ralentir certains effets du vieillissement pour juste tout simplement pas être plus belle, mais juste se sentir mieux et mieux vivre notre vie en fait, tout simplement. Mais surtout, je pense que l'erreur qui est commise, mais ça c'est pour les hommes et les femmes, c'est valable pour les deux, c'est que prendre de l'âge ne veut pas dire vieillir. Mm-hmm. C'est deux choses qui n'ont mais rien à voir l'une avec l'autre. Vieillir, c'est quand à un moment, en effet, on décroche.
je dirais, du monde réel dans lequel on est. C'est-à-dire qu'en effet, quand on commence à trouver que tout était mieux avant, là, c'est un signal d'alarme pour moi, en fait. Parce que c'est à un moment l'ego ou le mental qui se réfugie dans une sorte de zone de confort idéalisée, parce qu'en fait, le réel, ça n'existe pas. Tout est une question de perception. Et donc, on peut être deux dans la rue et regarder le même événement, on ne va pas le raconter de la même façon. C'est pour ça que après les prises d'otages, voilà, les flics, ils interrogent tous les gens qui étaient là, parce que ils auront 42 versions de la même scène de crime, on va dire. Et avec ça, ils peuvent essayer de recouper et de reconstituer un réel. Bon, mais chacun le perçoit différemment. Et en fait, pour moi, le warning, c'est quand, voilà, c'est quand je vois des gens qui sont plus du tout plugués dans l'époque dans laquelle on est. En fait, alors on peut ne pas l'aimer, c'est pas le problème, c'est autre chose. On peut considérer que c'est dommage que, mais c'est dommage que c'est pas pareil que c'était mieux avant. Voilà. Et il y a un moment, c'est ça qui fait la différence. Et vous pouvez avoir des gens qui, jusqu'à 90 ans, 100 ans, de toute façon, la deuxième chose qui est complètement fausse, c'est cette idée que on perd des neurones et que le cerveau perd de sa plasticité. Alors ça, c'est totalement faux. Ça s'entraîne. Comment ? Ça s'entraîne et ça s'entretient comme tout le reste. Ça s'entraîne, ça s'entretient, mais vous pouvez jusqu'à 100 ans apprendre à parler italien si ça vous fait plaisir. Vous pouvez recréer des schémas neuronaux dans le cerveau. Il n'y a mais aucune fatalité à ce que ça ne se passe pas. Et on le voit notamment, alors chez les grands méditants, on le voit, c'est simplement que le fait de mettre dans des IRM des grands méditants et de regarder comment se font les schémas neuronaux, comment ils se créent, ça montre juste bien que c'est juste possible de le faire. Tout le monde n'est pas un grand méditant, mais c'est pas parce qu'on n'est pas un grand méditant qu'on ne peut pas le faire. Donc il y a une vraie plasticité du cerveau et c'est juste à un moment, peut-être que oui, en effet, moi demain matin, si je me dis tiens, j'aimerais bien être astronaute, bon là, c'est pas sûr que j'y arrive tout de suite. Vous voyez, bon, là, c'est pas, voilà, ou tout à coup, si je veux me mettre à faire de la chute libre, je peux le faire. Simplement, du coup, je vais me préparer différemment que si je me dis que je vais faire de la chute libre à 35 ans. Bon, voilà, je vais me préparer différemment. Mais si j'ai vraiment envie de le faire, je peux le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout faire. C'est pas des questions. Et les gens, en fait, se braquent et tout simplement parce que il y a, comment dire, une narration ou un narratif qui fabrique comme ça des tas de pensées limitantes qu'on se répète en boucle, voilà. Donc parce qu'on les a entendues depuis qu'on est petit, voilà. Moi, je sais que j'ai une pensée limitante. Je me suis persuadée que j'étais nulle en maths, voilà. Bon, alors évidemment, je ne suis pas bonne puisque je me suis persuadée. D'où vient ça? Je ne sais pas. Probablement à l'école d'un prof qui ne devait pas être bien sympathique et qui voilà, a fait que cette matière, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi, je ne suis pas à l'aise. Bon, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, je sais que ça, c'est pour moi une pensée limitante. Donc, que j'essaye de combattre et de, de mettre à mal. Oui, mais voilà. Donc, et on en a tous des pensées comme ça. Donc, et voilà, moi, je vois mon père, 86 ans, tout à coup, il s'est dit, mais je marche moins bien. Comment ça, tu marches moins bien? On va prendre des bâtons, tu vas voir. Maintenant qu'il a ses bâtons, impeccable. Parce que ça lui a redonné une stabilité, il marchait très bien, mais il s'était dit que, c'est pas grave, voilà. Donc, en fait, prendre de l'âge et vieillir, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais il faut juste à un moment le dire, parce que sinon, on s'auto-enferme dans des espèces de schémas qui ne sont pas les bons, avec en plus une notion de vieillissement qui est extrêmement genrée, puisque les hommes et les femmes ne vieillissent pas de la même façon. Les femmes, elles sont, elles sont plombées par tous les préjugés et négatifs qu'il y a autour de la ménopause, où là, tout à coup, elles ont l'impression qu'elles vont devenir totalement invisibles parce que dans l'inconscient collectif des femmes, il y a une espèce d'équation maléfique qui un jour a été écrite et qui explique que, en fait, le corps en bonne santé d'une femme et donc le corps désirant et désirable d'une femme est un corps reproductif. Donc, en fait, la féminité, la sexiness, la désirabilité des femmes sont liées à la capacité du corps à se reproduire. Donc là, il y a un moment où, évidemment, à partir du moment où on écrit ça,
dès qu'on débranche la fonction de reproduction, tout à coup, la femme n'existe plus. Mais c'est bien parce mais c'est une construction mentale et sociale. C'est absolument faux, puisque les hommes, on ne leur prend pas la tête avec l'andropause. Et pourtant, ils ont la même chose qui se passe. Donc, on pourrait aussi se focaliser là-dessus. En disant, oui, par exemple, les femmes vont avoir tendance plutôt à grossir comme les hommes et à prendre du bide, mais les mecs, ils grossissent comme les femmes, ils prennent des seins. Oui, donc il y a un moment, mais sauf que personne ne leur casse les pieds avec ça toute la journée. Alors que les femmes, c'est quand même une espèce de tabou infernal. Et c'est pour ça que moi, j'en parle tout le temps, je fais beaucoup d'articles là-dessus pour remettre ce truc là où il doit être mis, à savoir une Xème modification hormonale. Voilà, tout comme il y a la puberté, les grossesses, il y a la ménopause. Voilà, c'est pas un big deal. À un moment, on arrête d'avoir ses règles. Et bonne nouvelle quand même, plutôt. Oui. C'est pas grave. Voilà. Mais je pense que en fait, c'est profondément ancré dans la tête de certaines femmes. Pour certaines femmes, la ménopause, c'est une catastrophe. Alors que, je ne sais pas, donc moi voilà, j'essaye, en tout cas en parlant et en écrivant des articles sur un ton léger et positif en plus, de montrer que les phénomènes collatéraux de la ménopause, notamment ces fameuses bouffées de chaleur, mais il y a plein de trucs naturels pour en venir à bout. Pas besoin de se bourrer d'hormones qui sont extrêmement dangereuses, mais il y a plein de plantes, il y a plein de combinaisons de compléments alimentaires qui mettent un petit peu plus de temps à devenir efficaces, mais qui le sont très efficaces. Donc, il y a une façon de régler le problème sans prendre de la chimie. Vous voyez, il y a une façon de garder des beaux cheveux, il y a une alimentation belle peau à adopter à partir de 45 ans. Il y a plein de choses qui peuvent se régler par de l'hygiène de vie. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, il y a des mots qui sont devenus des gros mots. Alors, rigueur, effort, le fait d'adopter en effet des comportements un peu rigoureux et organisés, donc la rigueur, tout ça, l'hygiène de vie, tout à coup c'est « Ah mais je ne peux plus faire ce que je veux ». Non, c'est vrai qu'à partir de 45 ans, mieux vaut ne plus manger de sucre. Voilà, si on veut ne pas avoir de rides et ne pas avoir de bourrelets, oui, il faut enlever le sucre de son alimentation. Mais bon, il y a un moment, il faut bien aussi mettre les uns et les autres face aux vraies réalités. Alors, moi, je le fais dans la douceur et la fermeté, c'est-à-dire que je n'ai pas de baguette magique. Si vous bouffer du chocolat et des gâteaux à la fin de chaque repas, vous aurez des rides, voilà, à cause de la glycation, et vous aurez des bourrelets. Voilà, mais quel que soit l'âge, de toute façon. Quel que soit l'âge, mais encore plus à partir de 45 ans, et surtout si à ce moment-là, vous ne faites pas de sport. Parce que le métabolisme, il est programmé pour brûler, en effet, de l'énergie. Et ce que personne ce qu'on n'explique pas aux gens, on leur fait des cours, je dirais, dès l'école, en disant la nourriture, c'est de l'énergie. C'est comme mettre de l'essence dans une voiture. C'est tout. Ce n'est pas un doudou. Ce n'est pas fait pour vous réconforter. Ce n'est pas parce que vous avez du vague à l'âme ou je ne sais quoi qu'on mange. On mange pour donner du carburant. Point à la ligne. Donc, on mange 3 fois par jour parce qu'on n'est pas des enfants. On n'a pas besoin de cas, de goûter, de toutes ces stupidités qui fait qu'en plus, votre système digestif, il fonctionne en permanence. Donc, il est en surchauffe. Et ça, c'est la porte ouverte ensuite à toutes les maladies de l'appareil digestif, aux maladies inflammatoires. Ça ouvre la voie en plus dès que votre système digestif n'est pas optimum, évidemment, il y a tous les autres organes d'épuration, parce que le corps, c'est quand même une vaste station d'épuration la nuit. Oui. Mais encore faut-il qu'il puisse fonctionner. Donc, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais en prenant des habitudes extrêmement simples, à savoir de manger 3 fois par jour et d'enlever du sucre, le sucre blanc notamment, et tout ce qui est les gâteaux, les bonbons, tout ça, et toutes les farines blanches, à partir de là, vous êtes quand même en meilleure forme. C'est-à-dire que vous avez une plus belle peau, vous avez moins de rides, vous ne grossissez pas, et vous êtes en forme. Donc voilà, donc ça c'est super important. Et une fois qu'on a toutes ces petites règles là autour de soi, on peut quand même être en très bonne forme. Et donc du coup, on ne subit plus l'âge. Il ne faut pas y penser non plus tous les matins en se levant parce que c'est pénible.
Non, puis de toute façon, comme vous dites, en fait, on est bourré de blocages émotionnels, de blocages, de croyances limitantes, dues aussi à tout ce qu'on a pu entendre autour de nous, la société, etc., qui sont souvent là aussi pour finalement pour venir nourrir ce marketing qui fait dépenser énormément de choses à toutes les femmes, mais y compris les femmes après ménopause, justement, pour venir combler les bouffées de chaleur et tout ça. En fait, on vient créer des troubles qui n'existent pas. Et comme on sait que le mental est tellement puissant qu'à s'en persuader, on les crée vraiment, ces problèmes. Et moi, le nombre de personnes que je reçois également aussi en consultation qui à la base disent « Ah, je suis en ménopause ». C'est la fin, c'est la fin. Elle se crée des vrais troubles alors qu'à la base, elle n'aurait pas forcément développé quoi que ce soit. Non, et puis Et c'est puis, il pas faut la fin réintégrer cette hygiène de vie, justement, effectivement. Très important. Oui, c'est la fin de rien du tout, c'est le début surtout Oui, d'un nouveau cycle où on a beaucoup plus de temps pour soi. mais oui, c'est l'âge d'or, moi j'ai envie de dire. Donc, en fait, il faut le voir comme ça, c'est-à-dire il faut le voir comme le début de quelque chose. Parce que si on est toujours en train de se dire que c'est la fin de quelque chose, en fait, on est toujours en train de vivre la fin de quelque chose. Donc, voilà. Moi, je préfère les débuts aux fins. Je trouve que c'est plus sympa. De toute façon, la vie est cyclique et on est toujours en train de commencer de nouveaux cycles. Donc oui, on en finit certains, Exactement. mais c'est pour en commencer un nouveau. Donc voilà, la vie suit son cours et justement, venir profiter de chaque instant, ça permet aussi, je pense, de moins vivre dans le regret. Tout à fait. Bon, bah, Natacha, déjà, c'est un super début d'épisode. J'aime beaucoup le sujet qu'on aborde et ça me convainc qu'il y a encore plein, je pense, plein de sujets qu'on pourrait aborder ensemble sur d'autres épisodes. Aujourd'hui, je vous ai invité sur le podcast tout particulièrement pour discuter d'une expérience que vous avez vécue et que vous expliquez aussi à travers votre site et vos réseaux. Mais je voulais vous avoir, moi, quasiment en chair et en os pour me partager un petit peu cette expérience. J'ai pas mal par exemple, de clients aussi qui me posent des questions sur le jeûne. Et donc oui, en tant que naturopathe, moi, je peux expliquer comment ça fonctionne, je peux conseiller aussi en fonction des terrains, de la constitution de chaque personne, mais j'aime beaucoup aussi faire parler d'autres personnes, faire témoigner des personnes qui l'ont aussi vécu. Et donc voilà, c'est aussi pour la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui sur le podcast. Et donc ma question, en lien avec le jeûne, c'est quel type de jeûne avez-vous justement réalisé et sur quelle durée? Alors, moi, ça fait quand même très longtemps que je suis une fervente adepte de la mise au repos du système digestif. Voilà. Parce que le jeûne ou la détox, c'est de toute façon une mise au repos du système digestif. Pendant des années, pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai fait des cures de détoxination tous les ans à Merano, en Italie, chez Henri Chenot. Et en 2016, j'ai décidé d'expérimenter autre chose et de faire un vrai jeûne. Alors, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je sais que c'est le meilleur acte de santé que l'on puisse faire pour soi. C'est de prendre soin de ses intestins. Parce que les intestins, c'est 80% de notre système immunitaire sont dans nos intestins. Et Avec une, 70% de notre système nerveux. en plus, avec une particularité, c'est que notre microbiote intestinal, autrement appelé la flore intestinale, a un mode de fonctionnement qui est extrêmement précieux pour tout le métabolisme et tout l'organisme. Et que ce microbiote, qui est constitué de milliers de bactéries qui sont organisées en colonies, il n'y en a pas des bonnes, il n'y en a pas des mauvaises, on a besoin de toutes les bactéries. Simplement, en fonction de notre alimentation et de nos conditions de vie, ces bactéries, elles sont plus ou moins à l'équilibre ou totalement déséquilibrées. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, et ça c'est très embêtant parce que ça peut entraîner en fait une porosité de la paroi intestinale qui est quand même la première barrière, notamment pour protéger tout notre organisme et notre métabolisme, mais c'est surtout le premier lieu en fait de traitement de toutes les vitamines, oligominéraux, oligoéléments, etc., dont on a besoin. Donc, un intestin en bonne santé, c'est le cœur de la bonne santé générale. Cet intestin, il est mis à mal par notre façon de manger, parce qu'en règle générale, on ne mâche pas, on ne mange pas, on ne mâche pas assez lentement, donc on digère pas forcément bien, on se nourrit pas forcément en respectant la chronobiologie du corps, donc on a tendance à faire des dîners qui sont bien trop copieux avant d'aller se coucher, ce qui fait que
tout le système digestif la nuit ne peut pas assurer sa fonction de station d'épuration. Or, nous produisons des toxines et nous ingérons des toxines. Et nous devons les éliminer. Et le corps est extrêmement bien fait, puisque en fait, le corps, il est programmé pour éliminer à la fois les toxines endogènes, c'est-à-dire celles que l'on produit nous-mêmes en respirant et en fonctionnant, et il est aussi fait pour éliminer les toxines exogènes, donc celles qu'on va absorber du fait de la pollution, des pesticides, etc. Et quand le corps ne peut pas, à un moment, éliminer toutes ces toxines, elles stagnent dans l'organisme et au fur et à mesure, elles encrassent les organes et elles les empêchent en fait de bien fonctionner. Et à terme, ça crée en fait un terrain inflammatoire. Et le terrain inflammatoire, eh bien, c'est là que se développent les maladies graves comme les cancers. Donc, il y a une alimentation anti-inflammatoire, il y a une hygiène de vie anti-inflammatoire et la mise au repos du système intestinal en fait complètement partie. Alors, on peut le mettre au repos de différentes façons. On peut faire de la détox, c'est-à-dire à un moment où on va avoir une alimentation 100% végétale et en très petite quantité. On peut faire des monodiètes. On peut faire du jeûne séquentiel, c'est-à-dire on supprime un repas et le meilleur repas à supprimer est celui du soir. Donc, on arrête une fois qu'on a déjeuné à 15h ou 14h et on reprend le lendemain matin un petit déjeuner à 7h ou à 8h. En tout cas, on s'arrête 16h. Voilà. Ou bien on peut faire un vrai jeûne de 6 jours en règle générale. Donc, le vrai jeûne, on va dire le jeûne hydrique, c'est-à-dire où on boit, le corps, en fait, il est programmé pour ne pas manger 40 jours. Donc, ne pas manger n'est pas un problème. En revanche, il faut boire de l'eau, du bouillon, des tisanes. Voilà, le corps, il a besoin d'eau, mais il peut se passer de nourriture. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce jeûne de 6 jours sur la méthode Buchinger. Donc, Otto Buchinger était un médecin qui souffrait, je crois, de polyarthrite rhumatoïde dans les années 30, qui à 30 ans était condamné en fait à la chaise roulante. Bon. Et comme il était médecin et qu'il avait entendu parler en fait du jeûne, parce qu'en Russie, très tôt, les médecins russes en fait ont intégré le jeûne comme quelque chose de tout à fait curatif dans un certain nombre de maladies, notamment auto-immunes. Donc, ces maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire qui se retourne contre soi, et souvent ça se passe au niveau des intestins. C'est pour ça que voilà, le fait de tout à coup les nettoyer aide aussi à diminuer en fait le fonctionnement de la fameuse maladie auto-immune. Et donc il s'est dit je vais essayer. Donc il a fait un premier jeûne de 28 jours. Et le jeûne thérapeutique, quand on est malade, uniquement quand on est malade, c'est 28 jours. Il a vu qu'au bout de 28 jours, il allait quand même un peu mieux. Bon, il a recommencé. Et au bout du deuxième jeûne de 28 jours, il a vu qu'il commençait à pouvoir marcher. Donc là, il a décidé de faire vraiment des études approfondies sur les bénéfices du jeûne, justement, sur notamment les maladies auto-immunes, qui étaient sur son cas. Et il a mis au point donc une méthode de jeûne où, à la fois, donc, on ne fait que boire des liquides et on fait du sport. On marche. C'est ça, le sport. On ne fait pas des compétitions sportives. Non, on marche dans la nature. Voilà. On marche pour une raison très simple, c'est que pour aider le corps à se détoxiner ou à se détoxifier, il faut aider les émonctoires, en fait, à fonctionner. Donc, les émonctoires, c'est le poumon, les reins, la vessie, le foie, et il m'en manque un, et les intestins. Et la peau aussi. Et la peau, donc il faut transpirer. Donc, et c'est pour la raison pour laquelle on fait aussi du sport quand on fait un jeûne. Voilà, donc on marche en fait 3 ou 4 heures le matin. Une fois qu'on a fait une sorte d'éveil corporel, on part marcher 4 heures après avoir pris son petit bouillon. Voilà. Néanmoins, je me permets juste de couper. Effectivement, c'est bien de la mise en mouvement. C'est pas forcément du sport intensif, qui va demander beaucoup d'énergie, et surtout le sport très intensif va aussi provoquer de l'acidification du terrain et du corps, ce que l'on recherche pas en cas de détox, justement. Donc, tout à fait. Non, mais c'est vraiment la mise en mouvement régulière, quotidienne même, et douce,
mais qui permet effectivement de bien faire fonctionner ces émonctoires et de bien faire circuler toutes les humeurs que l'on a dans le corps. Mais en fait, c'est marrant parce que quand on fait ce jeûne, donc le jeûne, en fait, c'est une période de 3 semaines. C'est-à-dire que, parce qu'on ne part pas faire un jeûne en ayant mangé une choucroute la veille et en s'étant et en ayant bu comme un trou. Ça ne marche pas. Donc, il y a une semaine de descente alimentaire où tous les jours, en fait, on supprime les aliments, un certain nombre d'aliments. Donc, on commence par les excitants, donc le thé, le café, le chocolat, etc., et les protéines animales. Ensuite, on va supprimer les protéines, on va supprimer ensuite les œufs et les laitages. Ensuite, on va supprimer les céréales, les légumineuses pour, en fait, les 2 derniers jours avant d'arriver au jeûne, à ne consommer que des fruits et des légumes. Voilà. Sous forme de jus ou sous forme entière, vous l'avez fait? On peut manger des fruits et des légumes, on peut manger, il n'y a aucun problème. On fait le jeûne et ensuite, de toute façon, il y a autant de jours de descente alimentaire qu'il n'y a de jours de jeûne, qu'il n'y a de jours de remontée alimentaire. C'est pour ça qu'après, il y a encore une semaine où, tous les jours, on va réintégrer, en fait, des catégories d'aliments en finissant, bien sûr, par les protéines animales et le café, le thé, etc. Voilà, et tous les excitants. Bon. Donc, c'est vraiment une période de 3 semaines où il faut pouvoir être quand même au calme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de déjeuner, de dîner, de fêtes de famille, etc. Parce qu'il faut vraiment suivre le programme quand même de façon assez sérieuse. Parce que c'est la garantie d'avoir tous les bénéfices du jeûne. Parce que ce qui se passe pendant le jeûne, c'est évidemment donc le déclenchement au bout du 3e ou 4e jour de la cétogénèse, donc on va dire de la destruction des mauvaises cellules. Bon. Ça, c'est formidable parce que à la fois c'est j'allais dire une prévention, c'est une espèce de démarche préventive pour déclenchant l'autophagie des cellules, c'est-à-dire que en fait, l'autophagie des cellules, c'est toutes les mauvaises cellules qui se suicident. Voilà, parce qu'elles ne peuvent pas résister en fait à ce qui se passe pendant le jeûne. Donc c'est pour ça que c'est une merveilleuse prévention, parce que si vous faites ça tous les ans, eh ben vous nettoyez un peu votre organisme de toutes les cellules qui pourraient potentiellement dégénérer. Bon. Donc mais pour ça, il faut vraiment suivre le programme et le faire assez rigoureusement. Là, vous voyez, donc, parce que sinon, on n'a pas tous les bénéfices du jeûne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, la première chose à faire, parce qu'on a forcément, comme on ne mange pas d'aliments solides et qu'on élimine les toxines, on a une haleine de cheval. Et on a une langue qui est blanche complètement. Donc, la première chose à faire, c'est un bain de bouche à l'huile. On ne boit pas de l'eau, de l'huile de ce qu'on veut, de l'huile d'olive, de l'huile végétale, de l'huile de n'importe quoi. C'est un bain de. Là, on a une fiole d'huile, je pense, d'huile d'olive en fait dans la salle de bain. C'est vraiment de faire un bain de bouche à l'huile. Parce que l'huile, elle attrape en fait toutes les bactéries et toutes les cochonneries, elle les chope et ça permet de les éliminer. Ensuite, technologie indienne, il y a le lavage du nez à l'eau salée pour là aussi bien évacuer tout ce qui se passe au niveau de cet émonctoire-là. Et puis ensuite, il va y avoir la marche pour faire fonctionner les poumons. Et puis, ce sont des grands adeptes des bouillottes à mettre sur le foie le soir pour justement aider le foie aussi en fait à éliminer et à vraiment drainer toutes les toxines. Donc c'est assez. Alors quand on décide de faire un vrai jeûne, ça c'est un truc qu'on ne peut pas faire chez soi. C'est pas du tout productif de faire ça chez soi. D'abord parce qu'il faut être dans un environnement assez calme où on en profite pour faire une petite détox végétale, j'allais dire digitale. Donc on laisse tomber son ordinateur, son téléphone, tous les trucs super importants qu'on a à faire, mais qui en fait ne sont pas aussi importants qu'on pense. Donc on arrête la surchauffe. C'est important de ne pas avoir à mettre le pied dans une cuisine pour ne pas être soumis à de la tentation. Donc là, il y a juste des gens qui vous ont fait des bouillons, ça vous les buvez, qui ont préparé des bols de tisane et des machins, et on ne va pas dans la cuisine. Voilà, comme ça, on n'est pas tenté. En général, c'est en groupe, et donc il y a l'émulation du groupe qui fait que, il y a une sorte de soutien comme ça qui se met en place et qui fait que tout le monde s'aide et s'entraide. Et le truc formidable, c'est que 100% des gens passent leur temps à parler de bouffe, bien évidemment, puisqu'on ne mange pas pendant un jeûne. C'est marrant, mais c'est comme ça. Et puis, il y a
le fait aussi, il y a toujours des conférences de naturopathie, sur les huiles essentielles, sur le fonctionnement du métabolisme. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Et c'est vachement intéressant parce qu'on apprend aussi plein de choses à ce moment-là. Vous voyez, c'est un moment aussi où on découvre des choses sur soi. Parce que finalement, moi, la première fois que j'y suis allée, et pourtant j'avais l'habitude de faire des cures de détox, je me suis dit, mais pourquoi je suis allée me mettre dans la galère de ne pas manger pendant 6 jours? Bon, je ne sais pas si c'est malin de ma part, mais ce n'est pas grave. Allons-y. Bon. Je ne pensais pas que j'étais capable de le faire avant de l'avoir fait. Mais une fois qu'on l'a fait, on est super fiers. Et surtout, une fois qu'on a fait ça, moi, je me dis, alors, si je suis capable de ne pas manger pendant 6 jours, je suis capable de tout. Plus rien ne me fait peur. Voilà, parce que j'ai passé ce truc-là. Et en fait, vous vous rendez compte que ça change votre rapport à la nourriture. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous rendez bien compte du pouvoir, en fait, qu'a de tout ce que vous ingérez, de tout ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire du bien ou vous pouvez vous faire du mal. Voilà. Et que les aliments, il n'y a pas des aliments qui sont en soi à diaboliser, il y a juste, une fois de plus, à comprendre. Et c'est surtout le sucre, en fait, qui est un problème majeurs dans nos sociétés, en fait, qui vont déclencher les diabètes de type 2, les maladies cardiovasculaires, etc. Mettre du foie gras et tout ça. Oui, c'est ce foutu sucre qui est caché partout. Alors, on ne peut pas le traquer partout parce que sinon, la vie devient un enfer. Mais c'est vrai qu'en évitant le plus possible la nourriture industrielle, c'est quand même le truc le pire, c'est la nourriture industrielle. Et en arrêtant d'acheter, je veux dire, de la confiture, du chocolat, des gâteaux, des bars, des trucs comme ça là, qui se remplissent les placards des gens, déjà, vous faites un bien fou, en fait. Vous vous en rendez compte. En fait, c'est à un moment où vous avez beaucoup plus d'énergie. Après un jeûne, on a une énergie qui monte et qui est formidable. Moi, je ne la perds pas, mon énergie. Je fais un jeûne tous les mois de juillet. Je fais ces 3 semaines en fait que je dédie à ça, parce que c'est plus facile en juillet de faire ça. Ou alors il faut le faire en août, après les vacances, en rentrant des vacances, où on se dit bon ok, là je fais un grand truc de remise à plat de mon métabolisme et de mon organisme, mais c'est vraiment un geste de santé pour soi, c'est-à-dire que ce n'est pas un régime, c'est-à-dire qu'aller faire un jeûne pour perdre du poids, c'est une hérésie, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas l'objet du jeûne. Bien sûr, on perd du poids parce qu'on ne mange pas, donc c'est évident qu'on perd du poids, mais d'abord, en règle générale, sauf pour les gens qui sont vraiment en surpoids, mais on va perdre X kilos, vous allez en reprendre 1 ou 2, forcément, parce que dès que vous allez recommencer à vous nourrir de façon normale. Mais l'objet du jeûne n'est pas de faire un régime. En revanche, ce que le jeûne vous montre, c'est ça réapprend à comprendre la satiété, par exemple, qui est quelque chose que tout le monde a perdu aujourd'hui, parce que d'abord, les gens mangent beaucoup trop vite. Comme il faut 20 minutes pour que le cerveau il enregistre là où on en est de tout ce qu'on a mangé, si vous avez avalé un frigidaire en 10 minutes, il n'y a pas de satiété. Donc, en fait, l'estomac est distendu. Donc, et là, en fait, quand vous faites un jeûne, ça remet un peu toutes les pendules à l'heure. Et même, je vois, dans le jeûne, il y a des gens, tout le monde ne peut pas faire un jeûne. Il y a des gens qui, médicalement, ne peuvent pas le faire. Parce que ça, c'est vraiment le médecin qui doit dire si oui ou non. Par exemple, si vous avez une maladie cardiaque, c'est pas possible. Si vous avez une maladie de la thyroïde, c'est pas forcément possible de faire un jeûne. Donc ça, c'est vraiment demander à son médecin, est-ce que moi, je suis en bonne condition physique pour le faire? Bon. Et maintenant, les médecins, ils l'ont quand même vraiment bien intégré, ce truc-là. Ils sont beaucoup moins rétifs qu'avant, ils comprennent mieux à quoi ça peut servir. Bon. Et une fois qu'on sait qu'on peut le faire, on peut faire un jeûne, ou on peut aussi se dire, moi, je ne vais pas commencer comme ça, je vais commencer par une monodiète, ou bien je vais commencer par une détox végétale. Ça, déjà, c'est un premier pas dans la mise au repos du système digestif. Voilà, ça peut être une première étape pour ensuite, éventuellement, intégrer le jeûne. Mais ça se réfléchit et ça se pense, un jeûne, parce que c'est un peu engageant. Voilà, il faut pouvoir vraiment dédier les 3 semaines que ça prend
faut pouvoir le faire. Voilà, donc c'est mieux de le prévoir dans un moment de vie où ça va être un peu plus calme. Voilà. Alors après, il y a des gens qui ont beaucoup l'habitude de jeûner et qui sont capables de se discipliner et de le faire chez eux. Et ça, moi, j'en connais pas beaucoup. Et moi, en tout cas, je ne le fais pas chez moi. En revanche, chez moi, je fais le jeûne séquentiel. C'est-à-dire que tous les dimanches soirs, j'enlève le dîner du dimanche. Voilà, on n'en a pas besoin. On a mangé tout le week-end. Personne n'a faim le dimanche soir. Et si vous en faites une sorte de discipline et que vous arrêtez, vous faites ce jeûne séquentiel, et ben vous avez donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous avez 52 jours qui ont été dédiés au fait de nettoyer son organisme et de le mettre au repos. Et ben vous êtes en meilleure forme que si vous ne le faites pas. Voilà. Bah, déjà, d'apprendre aussi à écouter ces signaux de faim et à manger à satiété et à ne pas manger quand on n'a pas faim, déjà, ça permet des fois très naturellement de faire ce jeûne séquentiel ou qu'on appelle aussi jeûne intermittent, puisque très souvent, on fait les 3, voire les 4 repas pour certaines personnes sans même avoir faim, juste parce que les odeurs, juste parce qu'on voit une personne manger, juste parce qu'il est midi et qu'au bureau, tout le monde va manger et qu'on est obligé un peu d'aller manger à ce moment-là, sinon on ne peut pas manger autrement. Mais sinon, effectivement, déjà, ne serait-ce que d'écouter ces signaux de faim et de manger que lorsque l'on a faim, ça permettrait à de nombreuses reprises, aussi bien dans la journée ou dans la semaine, de faire ce jeûne séquentiel et donc du coup de laisser son système digestif se reposer et surtout éliminer le bol alimentaire qu'il n'a pas encore terminé de traiter en fait. Et c'est exactement le même cas lorsque l'on est malade. À combien d'enfants on dit mange tu vas reprendre des forces. Non, le corps, quand il est malade, et si on n'a pas faim, c'est parce qu'il est bien occupé à faire autre chose au final. Et que de lui rajouter un bol alimentaire à traiter, sachant que la digestion, ça prend quand même plus de 70% de notre énergie, c'est au détriment de tout le reste des processus métaboliques que le corps est en train de mettre en place, notamment le système immunitaire, pour lutter contre la maladie en question. Donc effectivement, ne serait-ce que de se recréer une relation saine aussi, comme vous disiez, avec l'alimentation, de se reconnecter avec nos signaux de faim ou de satiété, c'est déjà, je pense, un grand pas vers le respect de son système digestif et vers sa santé intestinale au final. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on a faim, à chaque fois qu'on se dirige vers le frigidaire ou manger quelque chose, en fait, la question, c'est de se dire, est-ce que j'ai faim ou est-ce que je m'apprête à manger pour une autre raison? Et en fait, très souvent, on mange pour une autre raison, parce qu'on a peur, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est angoissé, parce qu'on est malheureux, parce que je ne sais pas quoi, parce que la nuit, parce que l'hiver, il fait nuit à 17h d'écart. Bon, et qu'on trouve ça atroce. Oui, mais enfin, bon, d'accord, mais pour autant, la plaquette de chocolat ne va pas régler le problème. Vous voyez, en plus, le soir, on devrait, pour respecter la chronobiologie du corps, manger avant 20h et le plus léger possible, en fait. Et si on fait ça, on se remet dans le bon ordre, c'est-à-dire que le matin, il faut prendre un petit déjeuner salé, ne pas ingérer de sucre, ne pas ingérer le beurre, la confiture, les viennoiseries et tout ce machin affreux, parce qu'à 11h, on a déjà de façon totalement normale dans le corps un pic d'insuline qui se déclenche entre 11h et 13h. Et si on a consommé du sucre le matin, eh bien, on surstimule ce pic d'insuline et donc ce pic glycémique. Et on a des coups de pompe, et on a faim, et on a envie de manger. Alors que quand vous prenez un petit déjeuner salé le matin, vous n'avez pas faim avant 13h. Ça, c'est sûr. Ensuite, on fait un déjeuner tout à fait correct, sans dessert. On n'a pas besoin de dessert. Et le soir, un potage ou un demi-avocat avec un œuf, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, et ça, le plus vite on comprend ça, le plus tôt on l'intègre, et le mieux on se porte. Et on dort beaucoup mieux. Parce qu'en effet, la digestion, ça prend une énergie de malade. Donc, le corps, tant qu'il est occupé à digérer, il n'est pas occupé en train de régénérer, notamment l'immunité. Et en ce moment, on est en train de se bagarrer contre des virus, on a vraiment besoin de notre immunité. Et ce qui est très étonnant, c'est que tout le monde parle de quand est-ce qu'il y aura un vaccin, les gestes barrières et tout. Tout ça, c'est super important. Mais personne ne parle de l'hygiène de vie. Parle de l'immunité naturelle grâce à l'hygiène de vie. Enfin, quand je dis l'hygiène de vie, c'est plutôt l'hygiène. Enfin, oui, c'est l'hygiène alimentaire et le sport. Voilà.
Mais c'est notre principale défense, notre immunité. Je veux dire, c'est pas, oui, le vaccin va être important, je n'en mésestime pas l'importance, mais le système immunitaire. Et regardez les gens les plus fragiles. Je ne parle pas des personnes âgées. Les autres, les facteurs de comorbidité, c'est qui? Les gens en surpoids, 10 parce kilos qu'ils mangent. supplémentaires en trop, j'ai entendu en plus. Hein. Seules des personnes qui ont 10 kilos de trop, on va dire, sont considérées comme étant des personnes à risque. Ce qui est très peu au final. Hein. On ne Voilà, parle ce pas qui n'est de pas énorme. personnes obèses. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, les gens qui ont du diabète, bah oui, parce qu'ils ne gèrent pas le sucre. Les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, souvent liées au diabète. Souvent. Donc, surtout sur des populations jeunes, des gens qui font très peu de sport, donc qui n'éliminent pas. Vous voyez, donc, on est l'immunité, c'est-à-dire qu'on peut, d'ailleurs, c'est pas on peut, c'est on en a la charge de notre immunité par notre hygiène de vie, c'est-à-dire par l'alimentation et le sport qu'on va faire. Donc, ça, c'est fondamental. Mais ça, je trouve que c'est très dommage qu'on n'en parle pas autant que les gestes barrières. Bien sûr qu'il faut faire les gestes barrières, mais il faut aussi apprendre à se nourrir correctement. Mais là, il y a tellement d'intérêts et de lobbies qui, de l'autre côté, tirent toutes les ficelles. Le lobby du sucre, c'est un scandale, ce truc-là. C'est autant pour moi un scandale que le lobby de Monsanto et les pesticides. C'est pareil. Parce que les dégâts, ils sont mais colossaux sur le corps, colossaux. Et regardez aujourd'hui, vous achetez du jambon, je ne vous dis pas du jambon sous vide, du jambon, voilà, même qu'on vous coupe là. Il y a du sucre dedans. Il y a du dextrose. Voilà, au-delà des acides gras insaturés monstrueux pour les artères, il y a du sucre. Donc, il y a un moment où comment dire, l'abécédaire de cette hygiène alimentaire n'est pas faite. Et on en aurait cruellement besoin en ce moment, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir une bonne immunité. On peut se bourrer de vitamine C, de tout ce que vous voulez. Si le comportement alimentaire n'accompagne pas ça, bah, vous n'aidez pas votre organisme. Et votre organisme, il sait se défendre à la base contre les virus. Il sait le faire. Et puis là, vous venez juste de parler de compléments, c'est très intéressant, puisqu'effectivement, le premier complément à prendre vient de l'alimentation, et qu'en plus de ça, de toute façon, l'assimilation des vitamines se fait au niveau de la paroi intestinale. Donc, on en revient à ça. Si la paroi intestinale n'est pas en bonne santé, on a beau manger tous les compléments alimentaires du monde entier et se ruiner, de toute façon, ça ne changera rien. Donc, encore une fois, le système digestif, il n'y a pas que ça, il y a aussi, vous parlez d'hygiène de vie avec l'hygiène alimentaire, le sport. Moi, je rajouterais aussi l'hygiène émotionnelle, puisqu'il y a quand même un lien très étroit entre le corps et l'esprit, et notamment nos émotions, si nous ne savons pas les exprimer, nous pouvons aussi tomber derrière dans l'alimentation émotionnelle. Et donc, on en revient au fait de manger quand on n'en a pas besoin, mais juste parce qu'on en a envie ou pour combler des émotions. Donc, je pense qu'il y a un vrai triptyque justement entre l'alimentation, la partie émotionnelle et le mouvement, la mise en mouvement du corps quotidienne, justement. Mais ça, c'est tout à fait juste et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens pratiquent la méditation, le yoga, le pilate, toutes ces activités qui ont à la fois le corps est en mouvement, mais ce sont des activités qui travaillent la spiritualité, qui travaillent une dimension spirituelle très importante. C'est pas du sport, c'est-à-dire que c'est complémentaire du sport. Pour moi, par exemple, le yoga n'est pas. Moi, je fais beaucoup de Kundalini, donc c'est pas du sport. Je le mets pas du tout dans la catégorie sport. Je le mets plutôt dans une sorte de catégorie de développement spirituel, voilà, et qui permet justement de gérer l'émotionnel et le trop-plein des émotions, et qui permet là aussi d'arriver à un équilibre et à une balance émotionnelle. Voilà, tout à fait. Donc ça, oui, pour moi, ça fait intégralement partie. Et on voit d'ailleurs, parce que dans le confinement, en tout cas phase 1, tous les cours de yoga en ligne, de méditation, etc., ça a complètement explosé, parce que intuitivement, les gens se sont bien rendus compte qu'ils allaient avoir besoin
en fait de réconfort. Et que le réconfort, c'est pas forcément le frigo. Ça, c'est bien, c'est un réflexe sain. Mais moi, je crois vraiment que le jeûne, pour moi, je l'ai intégré dans mon hygiène de vie. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose maintenant qui en fait totalement partie. Le dimanche soir, je ne m'interroge même pas de savoir si je vais manger ou pas. Je jeûne et tout le monde sait que je jeûne. Donc ça dérange personne. Je veux dire, c'est pas grave. Moi, j'arrive avec ma tisane et puis chacun peut manger. Je m'en contrefiche. C'est pas un souci. Vous voyez, c'est parce que je sais que fondamentalement, ça fait du bien et que c'est un geste que l'on fait pour sa santé. Et une fois de plus, surtout pas pour maigrir. Ça n'a rien à voir. C'est comme la détox. Et si on pense que le jeûne, c'est trop compliqué, eh ben, faut essayer les monodiètes. Voilà, vous faites une monodiète pendant 3-4 jours, mangez des pommes, du raisin quand c'est la saison, c'est très bien. En Ayurveda, il y a la cure de riz, où pendant 10 jours, je crois, on mange du riz. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais faite, je l'avoue. Je ne sais pas du tout ce que ça peut faire, mais je crois que en tout cas, c'est une cure dont tout le monde parle comme étant extrêmement régénérative pour le corps. Voilà, donc alors du riz complet. Plus basmati qui a un indice glycémique plus bas que le riz traditionnel. Ouais, tout à alors fait. donc ça, pourquoi c'est bien? Qu'est-ce que ça fait au corps? En fait, c'est bien dans le sens où c'est quelque chose déjà de plus simple à mettre en œuvre, qui fait moins peur parce qu'il y a que ce côté rassasiant qui est là et qui allège quand même pas mal le mental. Et du coup, c'est quand même une cure qui est assez accessible, on va dire. Et le riz, parce que c'est aussi quand même l'aliment phare des Indiens, tout simplement. Donc c'est quand même très. Il y a un côté aussi moins acidifiant que les fruits. Oui, et puis je pense. Par le sucre et par le fait qu'un fruit reste acidifiant quand même. Et il n'y a pas de résidus. Mm-mm. Puisque quand on se prépare pour ces examens de coloscopie, etc., on doit manger sans résidus et notamment du riz. Donc, en fait, pour le système digestif, ça doit être assez neutre à digérer, d'après ce que je comprends. Ouais, et c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire une cure de riz blanc basmati, parce que c'est blanc, certes, mais comme le riz basmati est une variété qui a un indice glycémique plus bas, on ne vient pas faire des pics glycémiques comme d'autres produits céréaliers blancs qui sont raffinés. Et donc, comme il n'est pas complet, il n'a pas de fibres. Et quand vous parlez de résidus, les résidus sont des fibres, justement. Donc, on vient irriter la paroi intestinale, justement. Et dans les fruits, dans les légumes, les fruits et les légumes sont bourrés de fibres. Donc voilà aussi pourquoi la cure de riz est intéressante pour ça. D'accord. Et puis voilà. Oui, je me suis toujours demandé pourquoi, à un moment, en effet, c'est Thomas. Il y a un livre formidable qui a été écrit par le fondateur de la pensée sauvage, justement, sur le jeûne, qui existe, un petit livre de poche, et qui explique bien ça, justement. Il explique qu'est-ce que ça fait, la mise au repos du système digestif. Il explique d'une façon extrêmement simple. Et d'autre part, ensuite, tous les différents types de jeûnes que l'on peut mettre en pratique et comment les mettre en pratique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et alors, il parlait de cette cure de riz, justement, à un moment. Et je me suis dit, à faire l'hiver plutôt. Mais je comprends, oui, c'est le côté rassasiant et le fait que c'est chaud. Et donc, on a envie de chaud, on n'a pas forcément envie de manger des pommes ou un truc comme ça. Et bien, surtout pour le feu digestif, en fait. Comme en Ayurveda, il parle beaucoup de feu digestif. Si on va à l'encontre de nos besoins en fonction de la saison, on va venir aussi créer un stress oxydatif dans notre corps. Et donc, au final, on fait plus de bien que de mal. Donc, il y a aussi cette notion aussi qui est intéressante. Donc, pour revenir justement aux jeûnes, il y a quelque chose de très important que vous avez mentionné. Et si vous ne l'aviez pas dit, je l'aurais mentionné. C'est que certes, un jeûne, c'est un alicament, j'ai envie de dire, c'est un geste de bonne santé. C'est quelque chose qu'il faut, je pense, essayer d'inclure dans notre hygiène de vie. Après, en fonction des personnes et en fonction des besoins des jeunes qui peuvent être un peu différents et adaptés, néanmoins, il y a quand même des personnes, en fonction de leur vitalité et de leur terrain, qui ne pourront pas, ou pour lesquelles le jeûne, notamment que vous avez réalisé, ne sera pas adapté parce qu'elles n'auront pas assez de vitalité pour venir, j'ai perdu mon mot, mais pour venir... pour en profiter, pour en tirer tous les bénéfices, en fait. Pour en tirer tous les bienfaits. Et au contraire, ça pourrait
peut-être plus les affaiblir qu'autre chose. Donc c'est là où un accompagnement, déjà effectivement l'avis du médecin, éventuellement un accompagnement d'un thérapeute, que ce soit un naturopathe ou un praticien en Ayurveda justement, est intéressant pour ces personnes-là, avant même de se lancer, pour être sûr qu'elles vont bien le vivre, que ça va vraiment leur procurer un réel mieux-être, que ce soit vraiment un geste santé. Et ensuite, éventuellement, venir adapter le jeûne en fonction de leurs besoins, justement. Et de toute façon, dans tous les centres sérieux, il y a toujours des naturopathes et ou des médecins. Par exemple, à Buchinger, il y a les deux. Il y a des médecins, mais qui sont aussi formés à la naturopathie. Donc voilà, et à la Pensée Sauvage, où je vais dans le Vercors, il n'y a pas de médecins, mais il y a des naturopathes. Voilà, il y a une équipe de naturopathes et tout est fait avec eux. Et les naturopathes, ils sont là tous les matins, tous les soirs, parce qu'il se passe plein de choses. Par exemple, quand on arrête le café, on a des maux de tête infernales. Bon, c'est sûr que moi, la première année que j'ai fait ça, j'ai pas bien fait la descente alimentaire, c'est-à-dire, au niveau des aliments, j'ai pas de problème. J'ai enlevé tout ce qu'ils m'ont dit. En revanche, j'ai conservé le café. Et puis comme c'était le mois de juillet, j'ai conservé un peu d'alcool. Mais je l'ai payé. Mais les 2 premiers jours, j'avais vraiment des maux de tête extrêmement importants. Qu'on soigne à l'amande poivrée, hein, c'est pas le problème. On essaye d'éviter le fameux Doliprane parce qu'on fait du mal au foie. Mais la deuxième fois, je peux vous dire, où je suis partie faire mon jeûne, j'ai pas du tout, déconné avec ma semaine de descente. Et j'ai arrêté le café le premier jour où on m'a dit de l'arrêter, et l'alcool aussi, parce que tout ça marche ensemble, tous les excitants. Et là, je n'ai pas eu mal à la tête. Vous voyez, donc c'est vrai, mais il y a des gens, par exemple, qui font de la tachycardie, c'est assez fréquent, c'est pas grave. Donc tous les matins, les naturaux sont là, ils vous prennent votre tension. Celui qui est un peu faiblard ou qui a une trop forte tension ou une trop faible, on lui donne une petite cuillère de miel et en général, la machine repart. Ou on va lui dire, toi, maintenant, tu vas pas faire que le jeûne hydrique, tu vas intégrer un jus le matin et un jus le midi, un jus où il y a 80% de légumes et 20% de fruits, toujours. Et ça, c'est aussi important d'expliquer ça à tout le monde, c'est que les fameux jus, c'est d'abord des légumes et très peu de légumes, hein. Tout à fait. Comment ? C'est d'abord effectivement un jus de légumes. C'est 80% de légumes et 20% de fruits pour lui donner un petit côté sucré et agréable. Voilà. Mais c'est 80% de légumes. Bon. Donc, bien sûr que les naturaux sont super importants. C'est-à-dire que eux, ils accompagnent. C'est les nounous, quoi. Je veux dire, parce que tout le monde a un petit bobo le matin. Il y en a un, il a mal là, l'autre, il a ceci, il a cela. Il y a les gens que ça angoisse, qui ont des crises d'angoisse en plein milieu du truc. On dort pas bien. On dort pas bien pour une raison simple, c'est qu'en fait, on a tellement d'énergie. Parce que 2/3 de l'énergie du corps, il va dans la digestion. Alors, il va le matin, le midi et le soir. C'est pour ça qu'on n'a pas d'énergie, qu'on est fatigué, éventuellement, si on mange trop et mal. Quand tout à coup, on ne mange plus, mais on a une énergie de malade. Donc, en fait, on ne dort pas, très, très peu. Donc, forcément, les gens sont inquiets. Et pourquoi je ne dors pas ? Mais c'est normal que tu ne dormes pas. C'est que tout est en pleine activité. Donc, il faut trouver une façon de se reposer. Donc, on vous donne des gouttes de valériane, etc., des trucs comme ça. Bon. De la passiflore, donc on prend des tisanes, des plantes. Donc les naturaux sont tout le temps là, tout le temps. Et ils accompagnent et ils expliquent ce qui se passe dans le corps. Parce que les gens ont très à cœur de comprendre. Et en fait, c'est marrant le truc, c'est que moi, ça doit faire la 3e. J'ai fait 3 années de suite là, oui. C'est marrant de voir dans les groupes, en fait, il y a ceux qui sont vraiment intéressés de comprendre ce qui se passe dans le corps. Et ceux qui font le jeûne comme ça, quoi, ils passent, c'est un truc à faire, puis une fois que ça sera fait, ça sera coché, et hop, c'est bon, on remballe et on rentre. Bon. Et ceux qui ont à cœur de comprendre, en fait, ils le vivent mieux, parce que du coup, ils ne vivent pas du tout le truc comme une contrainte. Au contraire, ils le vivent comme je suis en train de me faire un cadeau. Il y a beaucoup de femmes qui racontent ça, qui disent moi, c'est un moment très important pour moi, c'est ma renaissance, je divorce, je quitte mon mari. La première année, je me suis retrouvée comme ça dans un groupe où il y avait on était une vingtaine, il y avait autant d'hommes que de femmes à peu près, hein, en gros. Et il y avait quand même dans le groupe 3 femmes battues. Donc c'était quand même étonnant. Et des femmes très différentes les unes des autres. Donc bon, je me suis dit mince.
Ça, c'est quelque chose. Et qui donc avait décidé de changer de vie, de quitter la personne qui les tabassait, etc. Bon, quand même. Voilà, la deuxième année, pas du tout. On s'est retrouvés dans une vaste colonie de vacances qui était extrêmement sympa parce qu'il y a une recette pour ça. Il faut qu'il y ait des Belges quelque part. Quand il y a des Belges quelque part, ils ont une joie de vivre tellement innée que voilà. Alors ça, c'était une colo. Donc les marches, elles n'étaient pas du tout méditatives parce que normalement on est censé marcher en silence, alors que dalle. Là, c'était on s'est marré pendant 6 jours. Il n'empêche que tout le monde s'est marré pendant 6 jours et que le jeune est passé tout seul. Voilà, donc ça dépend. Mais c'est pour ça que le groupe est pas mal parce que c'est un soutien. Voilà, c'est un partage, c'est une découverte. Voilà, donc c'est intéressant aussi pour ça parce que tout seul chez soi, c'est impossible. Oui, puis il y a Moi, trop d'automatisme chez soi, il y a trop c'est de trop choses qui nous rattachent au quotidien, trop de tentations. Limite, notre conjoint, lui, il fait pas le jeûne et du coup, comment voilà, il se met à table et forcément, ça peut être compliqué que comme ça, comme vous l'avez fait, au moins il y a la dynamique du groupe. et la nature, c'est Il y a important, c'est tout le à fait la contact avec reconnexion. la nature parce que là, que ça soit à Buchinger ou que ça soit dans le Vercors, vous êtes en pleine nature. Je veux dire, on se retrouve dans des bleds où il y a 100 habitants, donc comme ça c'est simple, et on est dans la nature, tout le temps, dedans. Et ça, c'est très très important, cette connexion à la nature, parce que ça fait partie, en fait, de la détox, la nature. Elle en fait partie. Vous avez parlé justement, donc très bonne transition, des migraines par exemple, des choses comme ça que l'on peut ressentir. Effectivement, pendant un jeûne, en fonction aussi du taux de toxicité de la personne, on va pouvoir, pendant les premiers jours du jeûne, ressentir, en tout cas ça peut être difficile à supporter, on peut ressentir des migraines, on peut ressentir le cœur qui s'emballe, on peut aussi avoir une poussée d'acné, enfin voilà, un sommeil qui n'est pas du tout reposant, etc. Donc c'est important de le signaler et c'est aussi important de dire que moyennant bien sûr une équipe qui encadre pour surveiller que ce n'est pas grave, ça reste normal. Et ça montre juste à quel point le corps il était chargé en toxines et que là il en profite pour les éliminer vers l'extérieur. Et d'autant plus, ça montre aussi l'importance au quotidien d'avoir une hygiène de vie la plus, on va dire, saine. Et saine, ça ne veut pas dire ne pas profiter de la vie, mais d'avoir une hygiène de vie la moins toxique possible, de manière à ce que, justement, ce processus de détoxification qu'on peut faire, par exemple, une fois par an, soit aussi plus simple et plus facile à surmonter, puisque finalement, le corps sera déjà, à la base, beaucoup moins chargé en toxines. Donc, c'est vraiment une hygiène quotidienne. Et c'est pour ça que la troisième chose qu'il y a dans un jeûne, en plus de cette activité physique, en fait, dans la nature tous les matins, c'est que l'après-midi, il y a les soins. Et donc, il y a des massages et vous avez accès, parce que les massages sont très importants, parce que les massages, d'abord, c'est une connexion au corps. En général, nous, on est dans le mental à 100% et on est totalement déconnecté du corps. Le massage, c'est ce qui vous reconnecte au corps et puis ça aide un drainage lymphatique. Ça va aider aussi le corps à éliminer les toxines, l'eau, etc., qu'il a besoin d'éliminer. Donc, les massages sont très importants. Mais les massages, c'est important de les intégrer dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est important de se faire masser. Aujourd'hui, ça s'est quand même démocratisé, les massages, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Et c'est quelque chose de sain à faire pour soi. C'est vraiment pareil, ça fait partie de la bonne santé et de la façon de prendre soin de soi. C'est pas un luxe, c'est pas superficiel, c'est pas superflu. Mais quand je parle de massage, je parle pas des papouilleries en institut qui ne servent à rien. Je parle de massages qui sont faits par des praticiens qui sont formés à ça. Donc, ça peut être les deep tissues, donc les palpés roulés, où on va les soulever, en fait, et travailler au niveau des méridiens pour décoller les toxines. C'est les drainages lymphatiques, mais alors méthode Voder, c'est-à-dire les vrais drainages où tout doucement, on va gérer la lymphe pour l'aider à bien circuler et à éliminer, en fait, les toxines du corps. Ça, c'est important d'accompagner aussi le corps, mais dans la mesure du possible, de continuer ensuite. C'est-à-dire qu'après, il faut continuer à marcher et faire du sport et être en mouvement. De toute façon, la sédentarité, c'est l'ennemi de la santé. Voilà. Avec le sucre. Avec le sucre. C'est les deux choses, je dirais, qui sont incontournables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en bonne santé si vous êtes sédentaire. Voilà. On le dit, toute personne qui reste assise plus de 2 heures d'affilée perd X minutes d'espérance de vie tous les jours. Donc,
Voilà, il faut bouger, il faut que le corps, il est fait pour être en mouvement. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Et je trouve qu'une fois qu'on s'est mis là-dedans, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'on commence par ça, puis on s'intéresse à ça, et puis en plus, on commence à parler à d'autres gens qu'on ne connaissait pas. Des gens qui travaillent différemment sur les énergies, sur ceci, sur cela. Voilà. Et là, tout à coup, eh ben, on s'ouvre à d'autres façons de s'occuper de soi. Et ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que quand on a 42 fièvres, on ne va pas prendre des antibiotiques, mais on peut aussi prendre soin de sa santé en préventif, moi je crois à ça à 100%, et en comprenant une chose que vous avez dite, c'est que si la paroi intestinale n'est pas en bonne santé, si elle est perméable, c'est la porte ouverte de toutes les maladies, quoi qu'on fasse derrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure alimentation du monde, on peut prendre tous les compléments alimentaires du monde, si la paroi intestinale est déséquilibrée, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, il y a un moment, ça, on devrait beaucoup plus l'expliquer et mettre au repos son système digestif, c'est signer pour sa santé. C'est vraiment un acte très fort qu'on fait pour ça, avec évidemment toutes les précautions à prendre et à le faire avec l'avis d'un médecin, etc. Bien sûr. Et de toute façon, dans les centres, quand vous discutez, quand vous vous inscrivez, d'abord vous discutez avec un naturopathe. Voilà. Donc il y a un échange en disant voilà, bonjour, moi j'ai envie de faire un jeûne, etc. Très bien. Donc là, vous remplissez le questionnaire de vitalité, ça s'appelle. Et là, en fait, vous listez tous vos comportements alimentaires, hygiène de vie, etc. Les maladies que vous avez ou pas, les médicaments que vous prenez ou pas. Voilà. Et une fois que vous avez rempli ce questionnaire, vous avez comme ça 1 heure d'entretien avec le naturopathe. Et c'est lui qui vous guide, lui ou elle, qui vous guide vers la cure qui est le mieux adaptée à vous. Moi, j'ai une de mes amies qui était vraiment en surpoids, qui avait profité du premier confinement pour se dire je me prends en main. Donc, avec une nutritionniste, elle avait suivi tout un programme très bien où elle avait réussi à perdre 12 kilos. Donc ça, c'était parfait en refaisant du sport, etc. Et puis, quand elle a appelé et qu'elle a eu cette discussion avec le naturopathe lui a dit moi, je pense que dans votre cas, ça serait contre-productif de faire un jeûne parce que votre corps, il va le comprendre comme je m'affame, il va être en situation de stress absolu, il va tout garder. En revanche, une détox végétale, c'est parfait pour vous. Vous mangerez 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner. En plus, il n'y a que des chefs dans ces trucs-là. Et la nourriture, mais c'est beau, c'est hyper bon. Il y a en plus des cours de cuisine. Alors moi, je les trouve très courageux, tous ceux qui vont au cours de cuisine, parce que moi, j'y vais pas. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais, moralité de l'affaire, elle a fait sa détox la même semaine. Elle a encore perdu 1,5 kg ou 2 kilos et elle était en pleine forme. Pour elle, le jeûne n'aurait pas été bon. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est le naturopathe, il sait ce qui va être bien pour vous ou pas. Voilà. Et puis, vous avez des consultations marrantes. Enfin, marrantes, vous, ça ne va pas vous faire rire, mais moi, par exemple, l'iridologie, là, quand on regarde l'iris, voilà, et qu'à partir de là, quand même, on lit beaucoup de choses. Bon, moi, ça m'a bluffé, ce truc-là. Vous voyez, bon, ça, je dis, c'est marrant. Non, mais c'est une discipline, c'est un vrai truc. Voilà. J'ai beaucoup de clients qui, effectivement, que je reçois qui ne connaissent pas, qui prennent rendez-vous parce que, bon, ils se disent, c'est un peu mon dernier recours, on va dire. Et donc, je vais consulter une naturopathe. Et ne serait-ce que déjà par la durée de l'entretien que l'on a, etc., sont assez bluffés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à une consultation comme l'habitude d'aller chez le médecin et d'avoir cette approche aussi symptomatique. Et en 20 minutes, hop, c'est fini, c'est bouclé, on repart avec un médicament. Il y a même des fois, d'ailleurs, je ne donne absolument aucun complément parce qu'il y a tellement de choses déjà à faire sur l'hygiène de vie avant même de venir rajouter des compléments où la personne se sentirait complètement perdue. Donc, effectivement, c'est des approches qui sont, je pense, encore un peu méconnues et donc peuvent être surprenantes pour certaines personnes. Moi, je pense que j'envoie tout le monde chez le naturopathe. Moi, je pense que la naturopathie, ça aide d'abord à fixer son hygiène de vie. C'est-à-dire à savoir par rapport à soi, son âge, son métabolisme, ses problèmes ou pas d'ailleurs, ça permet de se dire, bon, bah voilà, moi, par exemple, je ne suis pas intolérante au gluten, donc je peux manger du gluten, voilà, c'est tout. Simplement, j'adore le fromage. Je mange du fromage de brebis et de chèvre. Voilà, je ne mange pas de lait de vache parce que je n'ai pas envie. Sauf la mozzarella que j'adore, j'en mange.
change. Voilà, il y a un moment où, mais c'est intéressant aussi de pouvoir avoir une discussion, justement. Et moi, ce que j'aime bien dans les discussions qu'on a avec les naturopathes, c'est que même quand on a une bonne hygiène de vie, moi je sais que j'ai une très bonne hygiène de vie, mais j'apprends quand même des trucs. Et là, Exactement. j'ai discuté avec une naturopathe très intéressante. Je lui ai dit, moi, en revanche, je n'ai pas un bon sommeil, je n'ai pas une bonne qualité de sommeil. Bon. Elle m'a dit, on va essayer les plantes adaptogènes. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle me dit, c'est des plantes qui s'adaptent à vous. Je lui ai dit, non, mais en fait, en vrai, là, des plantes qui s'adaptent à moi, moi, je ne suis pas naïve au point de penser qu'il y a des machins à l'intérieur de moi. Ils vont me connaître et ils vont s'adapter à moi. Bon. Elle m'a dit non, mais ça s'appelle des plantes adaptogènes parce que ça s'adapte au métabolisme, ça s'adapte comme ça. Elle me dit faites-moi confiance, vous allez voir. Et elle me prescrit des trucs pour mieux gérer. Alors, il y en a un qui doit s'appeler bon stress, bien sûr, à base d'oméga 3 et d'huile de poisson, bien sûr, ça pue ce truc, c'est un enfer. Et puis du magnésium, bien sûr. Et un autre machin qui s'appelle gestion des émotions, un truc comme ça. Là aussi, c'est bourré de magnésium, de vitamine B5, B6, B2, B1, enfin bref. Et je me suis dit, bon, je vais le faire, puisqu'elle me conseille de faire ça, je vais le faire. On va voir. Et bien, je l'ai fait et j'en ai recommandé parce que je vois que je suis beaucoup plus calme et que je dors beaucoup mieux. Alors qu'on est et j'ai fait ça, c'était en juillet, alors qu'on venait de se taper un confinement, et que là, on est dans un autre confinement. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est ça qui est intéressant, c'est que plutôt que de prendre de la chimie pour dormir, ce que moi, je refuse, et bien là, finalement, je me rends compte que son truc, ça marche. Voilà. Bon, ça marche, formidable. Et puis effectivement, dans l'entretien qu'on peut avoir avec une naturopathe ou même, j'ai envie de dire, un praticien Ayurveda, il y a aussi toute cette notion d'éducation et d'explication, de donner beaucoup de sens. Et ça, je pense que c'est important pour la personne, je pense, va venir aussi rechercher ça pour comprendre les effets sur son corps, pour ensuite aussi mieux adapter son hygiène de vie et devenir son propre éducateur de santé, je pense, devenir aussi autonome. Et savoir Exactement. comme ça, comme si quand il y a un vrai souci, quand il y a un vrai problème, on sait que là, il y a un vrai souci. Parce que derrière, on a appris justement à écouter son corps, on a appris à instaurer une hygiène de vie qui nous soit adaptée. Et du coup, s'il y a un problème, c'est que là, on en est complètement conscient, et on sait quoi faire. Et on sait vers qui se tourner. Et potentiellement, à ce moment-là, il faut aussi se tourner vers un médecin parce que voilà, le médecin et naturopathe ne sont pas antinomiques. Non, et moi, c'est vrai que à la ménopause, je pense qu'il est très important. La ménopause, elle est surmédicalisée. Bon. En même temps, comme c'est un moment charnière de bouleversement hormonal, c'est aussi un moment où il peut y avoir des zones de fragilité. Donc, oui, il faut faire ses contrôles tous les ans. Il faut faire contrôler les seins, faire ses frottis, faire contrôler ses ovaires. Ça, c'est non négociable. Une fois tous les 5 ans, il faut aller voir un cardiologue à ce moment-là, parce que les œstrogènes sont très, très liés à la production en fait, d'acide hyaluronique et de collagène qui maintiennent la souplesse des artères. Et quand il n'y a plus de production d'œstrogène, il peut y avoir un durcissement des artères, ce qu'on n'explique pas du tout aux femmes. Donc, elles ne comprennent pas pourquoi tout à coup, elles se retrouvent avec des maladies cardiovasculaires. Mais à cause de ça, donc il faut faire un certain nombre de contrôles. Voilà. Mais une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a posé les choses. Moi, je pense que la consultation, pourquoi j'aime bien la naturopathie, c'est parce que ça reste quelque chose qui est faisable avec nos modes de vie occidentaux. On n'est pas indien, on ne vit pas dans un ashram, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on peut intégrer et il y a des choses qui vous demandent tellement de changer votre mode de vie que c'est pas forcément possible, vous voyez, alors que la naturopathie, pas du tout. C'est compatible avec un mode de vie occidental dans une ville, voilà. Et je rigolais tout à l'heure parce que avec mon mari, on parlait parce que quand on veut manger végétarien, il faut savoir cuisiner. Moi, je ne sais pas cuisiner, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas passer de temps là-dessus. Ça, vraiment, c'est pas mon centre d'intérêt. Donc, je l'interrogeais, lui qui est un peu meilleur cuisinier que moi, je lui dis, sais-tu cuisiner le potimarron? Parce que ça, moi, j'aime bien ça, en fait, la patate douce, le potimarron. Et il me dit, oui, bah, écoute, je vais regarder, etc. Je lui dis, tiens, on devrait regarder dans le livre de une telle, parce qu'il me dit, oui, mais attends, le problème du livre de une telle, c'est que c'est super bon, mais il faut aller dans tout Paris pour trouver telle épice là, telle algue là, tel machin là. Ça te prend 2 jours déjà de trouver les gens chez qui on va trouver ces trucs-là. Donc, on ne va pas le faire. Vous voyez, donc il faut que ça reste quelque chose qui soit facile à faire.
parce que les vies des uns et des autres sont déjà suffisamment compliquées. Et c'est pour ça que je trouve que ces formules de jeûne, en fait, qu'on fait en règle générale, c'est jeûne et randonnée, hein, ça s'appelle toujours comme ça. Il faut le faire dans la nature et il faut s'assurer qu'il y ait une équipe de naturopathes. Voilà. Parce que ça, c'est important. Et si en plus il y a des médecins, tant mieux. Mais pas juste parce qu'il y a plein de gens qui se disent oui, tiens, moi j'ai une ferme, je vais ouvrir 2 chambres d'hôtes et je vais faire ça. Non. Il faut qu'il y ait un encadrement. Il faut. Parce que c'est quelque chose qui est, qui est impliquant pour le corps et il faut le faire dans un environnement où on est sécurisé. Parce que moi, j'ai souvenir, la première année où je l'ai fait, un matin, je me réveille, je me dis tiens, c'est marrant, il y a un bruit dans ma chambre. Je me rendors et puis je me réveille 1 heure après, je me dis c'est bizarre, il y a toujours ce bruit quand même, c'est curieux. C'était mon cœur qui battait à la chamade. J'avais de la tachycardie, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc je descends, je vais voir la naturo, je lui dis tu sais, je me sens pas très bien là, puis j'entends un bruit. Elle prend ma tension, j'avais plus de 15, ce qui n'est pas ma tension à moi. Bon, je me dis écoute, une petite cuillère de miel, un jus, et je pense que dans 2 heures, ça va bien. Bon, très bien. Donc je suis pas allée faire la marche ce jour-là. J'ai pris ma cuillère de miel, j'ai pris mon jus, et ben, tout allait parfaitement bien 2 heures après. Et elle m'a dit, t'as pas beaucoup de réserve, c'est-à-dire, donc, moi, je pense que là, pour toi, le jeûne hydrique d'un coup, là, c'est trop dur. Donc, on va réintégrer un jus le matin, un jus le midi, et pas le soir. Voilà. Donc, elle a adapté par rapport. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'adapter. Et c'est rassurant. Parce que bon, le lendemain, j'allais parfaitement bien, j'ai continué à aller crapahuter avec tout le monde. Mais voilà, donc il faut. C'est pour ça que c'est important de le faire dans des bonnes conditions où on se sent en totale sécurité pour ne jamais être angoissé sur aucune des choses qui vous arrivent en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas comment le corps va réagir. Ça, c'est un mystère, mais c'est comme ça. Voilà. Donc il faut accepter ça et se dire bon, je ne sais pas tout ce qui peut m'arriver. De toute façon, ça ne sert à rien d'imaginer le pire. Voilà. En plus, à partir du moment où le médecin vous dit que vous pouvez le faire, normalement, bon, voilà, c'est pour ça que c'est mieux que ce soit le médecin qui décide. Et bien, à partir de là, il faut que vous puissiez vous dire bon, ok, j'y vais. Et puis, de toute façon, on va s'occuper de moi. J'ai rien à craindre. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. J'ai une petite, je reviens sur le potiron. J'ai une petite recette si ça vous intéresse, qui est très simple. Je ne sais pas faire cuire ce truc-là. J'ai ce grand machin dans mon frigo, là. Ah bah ça, vous pouvez mettre au four sans rien. Et comme ça, vous mettez au four. En 1 demi-heure, il est cuit. Ça s'épluche tout facilement. Et ensuite, vous l'écrasez et vous faites un hachis parmentier. Mais au lieu de mettre de la purée de patates, et vous mettez de la purée de potiron, par exemple. Et même un mélange potiron et patate douce, c'est super bon. Et donc, après, sans mettre de viande, vous pouvez mettre très bien un petit mélange de lentilles corail à la sauce tomate, par exemple. Et vous avez en gros une couche de lentilles et une couche de purée de potiron patate douce. Et ça peut faire, hop, gratiner au four avec un peu de mozzarella si vous aimez ça. Et voilà. Et moi, je vous embauche comme cuisine. Ah, moi, je suis simple. Hein. Je suis naturo qui est hyper simple. L'alimentation, pour moi, c'est justement bien manger. Il faut que ça passe par la simplicité. Parce que sinon, on ne tient pas sur la durée. Non, et puis si vous voulez, le truc, moi, dont je me rends compte, c'est que j'ai à cœur de manger sain, donc je n'achète aucune nourriture transformée. Alors, ce que je fais, c'est comme je n'aime pas cuisiner, je ne transforme rien, donc je mange des bons ingrédients bruts, si vous voulez. Et du coup, c'est pas très varié, mon alimentation. Vous voyez, et je vois bien quand je vais dans toutes ces cures, etc., et qu'il y a ces cuisiniers qui font de la cuisine végétale, mais tellement bonne, tellement goûteuse avec les épices, les trucs et tout. Je me dis, c'est formidable. Bon, alors après, pendant 8 jours, je me dis, ah oui, je vais faire ça. Et puis, dans ces trucs-là, dans tous les trucs de jeûne, il y a des extracteurs de fruits et de jus, bien sûr. Bon. Alors, en règle générale, à la fin du jeûne, je me dis, ah oui, ça doit être bien d'avoir ça. Peut-être je devrais m'acheter un extracteur de jus. Et puis, à la fin, je me dis, oui, c'est le truc qui va rester dans la cuisine. Personne ne va s'en servir parce que c'est galère, il faut tout nettoyer, c'est un enfer, ce truc-là. Donc, voilà. Donc, il faut aussi faire des choses telles qu'on sait qu'on va pouvoir les faire. C'est-à-dire, moi, maintenant, j'ai appris à gérer le type d'effort que je suis prête à faire. Voilà. Et je m'en sors avec l'humour. C'est-à-dire que je ne veux pas être stakhanoviste. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un moment…
Moi, je n'ai aucun état d'âme à dire. Je déteste cuisiner. Ça m'ennuie prodigieusement. Mais je préfère 1000 fois aller méditer sur mon tapis ou faire 1 heure de yoga ou aller marcher ou lire que cuisiner. Mon mari va vous dire, moi, ça me vide la tête d'éplucher les légumes. C'est super, je me détends. Formidable. C'est bien, vous êtes complémentaires. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le jeûne. Oui, alors justement pour le jus, pour l'extracteur à jus, moi j'ai investi dans un extracteur récemment, hein, pourtant en tant que naturopathe, mais pareil, je voulais trouver le bon extracteur pour être sûr que ce soit pas un appareil qui reste prendre la poussière sur ma paillasse. Et donc, je me suis dit qu'il y avait 2 critères pour moi qui étaient très importants. Un, la vitesse d'extraction pour ne pas détruire toutes les vitamines. C'est quand même l'intérêt numéro 1 de faire des jus. Et 2, la rapidité et la facilité de nettoyage. Parce que pour moi, passer des heures à nettoyer mon appareil, c'était hors de question. Donc, j'ai un modèle qui est super bien. Et pour le coup, je l'utilise, mais je pense bien 4 à 5 fois par semaine, quasiment tous les jours. C'est ultra rapide à nettoyer. C'est le Omega, la marque Omega. Je pense que ce n'est pas le seul qui est bien, mais en tout cas, celui-ci, je le recommande pour la facilité de nettoyage. Voilà. Alors, pour rapidement clôturer cet épisode qui était très riche, est-ce que vous auriez 3 conseils à donner à nos auditrices qui aimeraient se lancer dans un jeûne pour la première fois? Voilà, quels seraient ces 3 conseils? Alors, la première chose, c'est de faire l'effort de lire un livre sur le jeûne. Voilà, donc moi je pense qu'il faut se documenter et pas juste aller lire 3 trucs sur Internet. Voilà, il y a des gens qui écrivent, Thomas Hull en est un, il y en a d'autres, mais ça c'est très important de faire l'effort d'aller pour savoir exactement dans quoi on se lance. Comme ça, on en a tous les bénéfices. Voilà. Deuxièmement, c'est de choisir donc une période où vraiment on va avoir 3 semaines à peu près calmes devant soi. Voilà, sachant donc où on peut éviter les mariages, les baptêmes, tous les trucs. Bon, maintenant en ce moment vous me direz on fait rien, mais enfin bon quand même ça va revenir. Donc une période qui est assez calme et qui sera propice à faire ça. Moi, par exemple, j'irai jamais faire un jeûne entre le mois de novembre et le mois d'avril. Quand il fait froid, parce qu'en général, on est dans des forêts. Bon, donc que ça soit le Vercors ou ailleurs, il fait froid, il y a de la neige, on n'a pas du tout envie de pas manger. C'est dans la tête, c'est pas qu'on peut pas le faire. Il y a des gens, en revanche, que j'ai croisés dans mon jeûne qui me disent « Attends, moi, j'adore venir ici la première semaine de janvier après les fêtes. » Bon. Donc, c'est de s'interroger et de se dire « Bon, tiens, quelle serait la bonne période pour moi pour le faire, pour que je me sente confortable à le faire. » Voilà, ça c'est le 2e conseil. Et le 3e conseil, c'est de le faire dans un endroit spécialisé et de partir seul. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça avec son mari, parce que je pense qu'on divorce, parce qu'on n'est pas de bon poil quand même pendant le jeûne. On n'est pas de bon poil, on est moche, parce qu'on peut en effet, ce que vous dites, être couvert de boutons, c'est-à-dire qu'on peut avoir au niveau, alors pas forcément de l'acné sur la figure, mais on peut avoir au niveau moi je me rappelle, une des premières fois que j'ai fait une détoxination, et pas un jeûne, les 2 premières années, au niveau du foie, j'étais couverte de boutons, genre la varicelle. C'était mon foie, voilà. Oui, tout simplement. Voilà, donc on n'est pas très beau, on n'est pas de bon poil. En revanche, quand on revient, on pète la forme. Donc voilà, donc je pense qu'on lit un livre, on trouve vraiment la bonne période pour le faire, on choisit un centre qui nous plaît et on y va seul. La première fois. Après, vous pouvez emmener des copines, etc. Mais l'idée, c'est pas d'aller jacasser toute la journée. L'idée, c'est un moment pour soi, un peu j'allais dire de recueillement, mais le recueillement peut être laïque. Ce que je veux dire, c'est que une reconnexion. Oui, puis il faut s'accorder des plages où on ne fait rien. C'est-à-dire que moi, il y a des moments, vous allez l'après-midi, j'ai envie de dormir. Je dors. Vous voyez, donc et pas voilà, c'est pas forcément se mettre des soins tous les jours. 2 soins dans la semaine, ça suffit amplement pour le corps. 2 petits massages, très bien. Et le reste, on se repose. C'est pour soi. Et on s'autorise le fait de pouvoir rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, d'univers qu'on ne connaît pas. Voilà, moi j'ai rencontré des gens, la probabilité que je les rencontre, c'est égal à 0. Voilà. Donc j'ai rencontré une femme dresseuse de chevaux. Voilà. Et elle était super, cette dame, super sympa.
Et on a passé un bon moment. Vous voyez, j'ai appris plein de trucs. Bon, c'est ça qui est bien. Vous voyez, c'est aussi d'aller vers des choses inconnues et de l'accueillir, cet inconnu. Voilà. Bien, merci beaucoup Natacha pour tous ces conseils, tout cet échange qui était hyper riche. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci, merci encore. Merci d'avoir accepté Merci à vous. mon invitation. Et je pense qu'effectivement, tous ces conseils et notre échange va vraiment répondre à pas mal de questions que je peux aussi avoir de mon côté auprès de mes clientes. Donc ce partage d'expérience est toujours très, très enrichissant, je pense. Et ça a touché pas mal de personnes. Donc, merci encore. Et alors, vous verrez que alors, je crois que c'est sur l'Instagram télé. En fait, j'avais fait cette année, quand j'y suis allée, j'ai fait une chronique de jeûne où tous les jours, je racontais. Sur YouTube, vous l'avez mis, je crois aussi, non? Non, alors sur YouTube, j'ai 5 vidéos qui expliquent le jeûne. Ça, c'est plus didactique. Ça, c'est vraiment pédagogique où j'explique, etc. Mais sur mon IGTV, c'est plus des chroniques de jeûne. Donc, c'est tous les jours, je parle un quart d'heure et je raconte. Parce que ce jeûne-là, vous voyez, je crois que c'est la première fois où j'ai fait ce jeûne de façon 100% puriste. Bon, qui était plus dur du coup. Parce que sans les jus, sans rien, mais je sais… Parce qu'ils ont le truc génial, c'est qu'ils ont des petites bandelettes pour vérifier si votre corps est bien en cétogénèse ou pas. Et la cétogénèse, c'est là où vous allez chercher les corps cétoniques. C'est l'intérêt du jeûne, c'est de déclencher ce processus-là, parce que là, vous brûlez toutes les graisses brunes, donc les mauvaises graisses vraiment du corps, et vous déclenchez l'autophagie des cellules, pas terrible. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on cherche dans le jeûne. Et ils ont des petites bandelettes pour vérifier. Donc voilà, avec l'urine, vous voyez tout de suite si vous êtes plus ou moins, etc., en cétogénèse. Et ben moi, ça m'aidait à tenir. C'est-à-dire que, alors, à un moment, j'en avais marre. Je suis fatiguée, je vais peut-être prendre un jus, etc. Alors, je vais voir toujours ma copine naturo. Je lui dis, bon, je ne peux pas faire les petites bandelettes là. Alors, elle me les donne. Je reviens avec ma bandelette. Elle me dit, hey, chapeau. Alors, toi, total cétogénèse. Ah, je dis, c'est bon. Alors, j'en veux pas du jus. C'est reparti, c'est bon. Et justement, effectivement, la cétogénèse, on parle de ça parce que on dit que les toxines sont liposolubles. Donc, elles se stockent dans le gras, dans les tissus adipeux. C'est pour ça que l'on souhaite, justement, quand on parle de graisse brune, etc., en fait, ce sont les graisses qui sont chargées de toxines. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà, voilà. Ah, d'accord. Alors, justement, vous avez parlé d'Instagram, YouTube. Où est-ce qu'on peut vous retrouver exactement? Alors, Instagram, c'est Natacha Tsikowski. YouTube, sur ma chaîne, c'est 50 ans, c'est super. Et mon blog, tout est accessible de mon blog. Et mon blog, c'est Natacha Tsikowski. D'accord. De toute façon, je remettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Ben voilà, ça c'est facile. C'est tout est attaché à mon nom. Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle continuation. Merci encore. Merci de votre invitation. C'était super sympa. Ça m'a bien plu, notre échange. À bientôt. Merci pour votre écoute. Ce sujet m'a été demandé à de nombreuses reprises. J'ai voulu l'aborder sous forme de partage d'expérience. J'espère vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, tous les conseils présentés sont utiles, mais ça reste un partage d'expérience. Je vous rappelle que chaque personne est différente et réagit également de manière spécifique. Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre jeûne, ou tout simplement si vous souhaitez nettoyer votre corps en douceur pour le renforcer, rien ne vaut un accompagnement individualisé avec des conseils spécifiques. À chaque personne, son protocole. L'inspiration, oui, la copie n'est pas toujours très utile ni bénéfique. Comme d'habitude, je remettrai toutes ces informations sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si vous souhaitez également en savoir un peu plus sur la détoxification naturelle, je vous rappelle que vous retrouverez sur mon site internet le replay de la conférence La détox naturelle en 4 étapes que j'ai eu la chance de pouvoir donner à certaines d'entre vous. Je mettrai également le lien en description de l'épisode. Et enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @AlexandraPortailNaturo ou en taguant Natacha @NatachaJesuski
désolée pour le nom que j'ai du mal à dire, pour que nous puissions vous repartager en retour. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!